Bonjour à tous. C'est Destin Nitkowski, responsable de développement des affaires de Biostratège Guyane, qui est une jeune start-up fondée l'année dernière par Mariana Royer, qui est une Guyanaise, mais que vous connaissez peut-être parce qu'elle a fondé une entreprise qui s'appelle les laboratoires Biofor Extra, qui a maintenant été racheté par un groupe d'ingrédientistes multinational et qui avait pour objectif de développer des ingrédients bioactifs issus de la valorisation d'écorces résiduelles au Québec. Et donc aujourd'hui, notre activité concerne la Guyane, donc Biostratège Guyane, et le développement d'ingrédients naturels et éco-responsables d'Amazonie française. Et donc aujourd'hui, on va parler plutôt de ces applications en cosmétique. Notre mission à nous, c'est de développer justement, comme je vous le disais, des extraits qui sont non seulement éco-responsables, mais également socio-responsables, c'est-à-dire qu'ils vont répondre également à des garanties éthiques et de rémunération juste pour les producteurs locaux en Guyane. Et ce sont des ingrédients qui ont vocation d'être hautement standardisés pour avoir une qualité qui répond aux requis du marché et qui se base sur des bioressources endémiques de la Guyane. Donc en Guyane, c'est une démarche qui est vraiment très innovante et on est le premier laboratoire d'éco-extraction, en tout cas le premier laboratoire privé à s'implanter sur ce domaine-là. Et donc on travaille sur l'éco-extraction, la formulation de produits naturels et également le contrôle qualité, parce qu'on a une approche qui est à la fois de produits, donc d'ingrédients naturels qu'on vend à différents marchés d'application, mais également de services aux filières locales qui se développent par plein d'entrepreneurs locaux développent par exemple leurs cosmétiques artisanalement de manière traditionnelle, mais n'ont pas forcément les requis marchés ou les bonnes capacités au niveau réglementaire pour pouvoir commercialiser ces produits-là. Donc on accompagne la filière là-dessus. Et on est également très investi au niveau éco-responsabilité et green marketing. Donc, le modèle de chaîne de valeur qu'on développe, il va de la ressource jusqu'au marché et on cherche vraiment à être un pont entre ces deux mondes parce que c'est des mondes qui ne se parlent pas forcément beaucoup aujourd'hui et on veut être garant justement de la traçabilité et de la qualité des produits tout au long de la chaîne de valeur. Donc, c'est-à-dire qu'on échange à la fois avec les agriculteurs et les transformateurs de matières premières pour produire ces ingrédients naturels à l'aide de notre laboratoire de contrôle qualité et de notre laboratoire de recherche et développement. Et puis ensuite, on échange avec les formulateurs, donc ici les formulateurs de cosmétiques, et puis avec tous les fabricants de produits finis, ça peut être de l'ingrédient jusqu'au cosmétique qui va aller derrière être mis en marché pour un consommateur final. Et donc, toute cette chaîne de valeur, elle nécessite de faire des transformations localement en Guyane. On veut vraiment internaliser le plus de transformations en Guyane dans la mesure du possible pour stimuler aussi le développement de filières locales et de pouvoir être un appui à tout ce qui peut se faire directement sur le sol guyanais. Donc, l'Amazonie française dont je vous parlais justement, effectivement, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. La Guyane, c'est loin, mais c'est un territoire français et européen. Donc, c'est-à-dire que c'est un territoire qui fait partie de l'Union européenne, bien qu'il se situe en Amérique du Sud. Et ça, je pense que c'est une chance unique qu'on a, c'est d'avoir accès à des ressources en Amazonie pour un territoire qui répond aux standards et aux normes européennes en termes d'environnement, de qualité, de traçabilité et de marquage réglementaire. Donc vous connaissez, on a parlé un peu du protocole de Nagoya et de l'aide au partage des ressources. On va avoir des facilités d'application sur ce territoire puisque c'est un territoire français. Et comparativement aux autres territoires d'Amazonie, on a par exemple le Brésil. Aujourd'hui, beaucoup de matières premières cosmétiques sont sourcées au Brésil. Or, c'est un territoire où il y a une déforestation massive, comme vous pouvez le voir sur cette carte, et où on a également, c'est le champion du monde des pesticides l'année dernière qui a battu le record du nombre de pesticides utilisés. Et donc, pour ces ressources d'Amazonie française, je le répète, on peut avoir du coup un label Made in France sur des ressources tropicales, ce qui peut être très intéressant. Au niveau cosmétique, on a aussi pas mal de produits qui sont sur la liste INCI Chine. Ça peut être assez surprenant comme ça, mais en fait, il y a beaucoup d'échanges culturels entre la Guyane et l'Asie en général et la Chine en particulier. Il y a une forte immigration chinoise
en Guyane, et on a également de longue date des populations d'origine asiatique, certaines villes en Guyane où il y a uniquement des populations d'origine asiatique localement. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment d'essayer de tirer le meilleur de la ressource depuis la récolte jusqu'à l'extraction. C'est-à-dire qu'on va toujours travailler sur des matières premières. Par exemple, là, c'est un fruit de palmier. On va être très vigilant à sa récolte et puis ensuite aux conditions de son stockage et son transport. Parce que en Guyane, c'est un territoire tropical où il fait très très humide et très très chaud toute l'année. Et donc, il faut réussir à avoir maîtrisé cette variabilité des produits naturels due à ces conditions extrêmes. Donc là, sur un seul et même fruit que vous pouvez voir ici, on va avoir plusieurs types de biomasse qu'il est possible d'étudier. Aujourd'hui, c'était très peu étudié, donc on est un peu comme des explorateurs de la matière végétale et on cherche à un peu décortiquer cette matière pour voir quelles parties d'un même fruit peuvent être valorisées puisqu'elles contiennent des molécules différentes. Et il va falloir valoriser tout ça de manière séparée et faire un extrait. Et donc, on peut avoir plein d'extraits différents avec un seul et même fruit. Donc, avant, on parlait peut-être faire un extrait avec le fruit, la feuille, la tige, mais là, rien qu'avec un fruit, on a tellement de constituants différents rien que dans le fruit que ça demande un vrai travail en amont. Donc, je vous en parlais justement, il y a une nécessité de standardisation des produits naturels pour qu'ils puissent répondre aux requis du marché cosmétique. Par exemple, on va avoir une variabilité naturelle qui est très importante dans tout ce qui est produits naturels en général, une contrainte qu'on n'avait pas avec les produits pétrochimiques. Avec la variabilité naturelle, on va avoir des fruits qui vont avoir des marqueurs chimiques très différents en fonction des conditions climatiques, de la température, du climat, de la qualité du sol, de sa localisation, des différentes variétés. On va aussi avoir des éléments de variabilité au niveau des protocoles qui sont utilisés pour la récolte, le stockage, le traitement. On en parlait juste avant. C'est pour ça qu'il faut des protocoles opératoires normalisés très très stricts. Et puis ensuite, on peut jouer sur les paramètres d'extraction pour optimiser certaines familles de molécules dans un extrait. Et donc, à la suite de ça, on peut faire un certain nombre d'analyses phytochimiques qui nous permettent d'identifier des marqueurs chimiques qui vont être garants de la standardisation des matières premières que l'on propose en bout de chaîne en termes d'ingrédients. Donc, le modèle d'économie circulaire que l'on développe, il se base toujours sur des ressources naturelles, donc issues de l'agroforesterie. On a le monde de la forêt et de l'agriculture. À la suite de ça, on va avoir le pré-traitement de la matière végétale, qui est très important, on l'a vu juste avant. Ensuite vient l'étape d'extraction, pour finalement fournir un extrait aux marchés, différents marchés d'application. Aujourd'hui, on parle de la cosmétique. Mais parallèlement à cette industrie-là, il y a déjà d'autres industries qui sont en place et qui sont même beaucoup plus importantes que l'extraction. Donc nous, on se positionne au niveau de l'extraction, un petit peu en amont sur le pré-traitement et un petit peu en aval sur la distribution des ingrédients. Maintenant, il y a des chaînes parallèles à ça qui existent et qui sont majeures. Par exemple, au niveau de la forêt, on a l'exploitation du bois en scierie qui peut servir au bois d'œuvre, au pâté papier ou à la production d'énergie. C'est le cas en Guyane. Et ensuite, on a les ressources au niveau de l'agriculture qui sont utilisées, ici on s'intéresse aux fruits, donc les fruits sont utilisés pour la consommation humaine ou animale, et puis la transformation des fruits qui permet de produire des jus, des confitures, aussi pour une consommation alimentaire. Nous, ce qu'on essaye d'intégrer, c'est toujours la démarche d'économie circulaire et de voir où on peut valoriser les coproduits. Parce que dans ces industries-là, ou dans l'agroforesterie, il y a toujours des déchets qui ne sont pas valorisés à leur plein potentiel, alors même qu'ils détiennent une richesse moléculaire incroyable. Donc, au niveau de la scierie ou de la récolte des fruits, ce qu'on appelle l'agroforesterie, il va y avoir des coproduits. Pour la scierie, ça peut être des copeaux de bois, des sciures, des écorces, plein de choses. Et au niveau des fruits, on va avoir plein de résidus au moment de la récolte, les feuilles, les sarments, etc. Au niveau de la production d'énergie, on a aussi des coproduits industriels. Pareil pour la transformation des fruits, il va toujours rester des noyaux, des macérats, lorsque les fruits sont transformés pour l'industrie alimentaire. Tous ces coproduits-là, ils peuvent être réintégrés dans notre chaîne d'extraction. Ils sont pré-traités à nouveau pour être extraits. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant avec les coproduits industriels, notamment, c'est qu'ils sont déjà pré-standardisés.
L'acteur industriel a déjà, lui, fait un premier tri botanique ou une première analyse des matières premières qu'il utilise. Donc, même si nous, on va récupérer ces déchets, en fait, qui sont des coproduits, ils vont être de meilleure qualité au niveau variabilité phytochimique. On va avoir une meilleure répétabilité de la matière première qu'on lui prélève. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça permet de gagner en standardisation. Maintenant, il y a toujours une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière l'extraction, nous, on génère aussi des coproduits. Parce que si on a un rendement d'extraction de 10, 15, 20%, il va toujours rester 80 à 90% de matière végétale résiduelle qu'il faudra revaloriser. On ne peut pas se permettre de dire il faut revaloriser les coproduits dans les industries précédentes et sans revaloriser les nôtres. Donc, à chaque fois qu'on entame un développement d'ingrédients, on prend ces facteurs-là en compte. Donc, le mieux, c'est de les faire retourner à la terre en compost, dans une vraie démarche d'économie circulaire, ou de les utiliser pour la production d'énergie, notamment pour la matière bois, qui marche très bien pour cela. Donc voilà un petit peu le modèle sur lequel on se base, et qui reprend en fait la chronologie de la frise que je vous avais mis au tout début de la chaîne de valeur. Donc, aujourd'hui, on parle de cosmétiques. Effectivement, parmi les ingrédients qu'on développe, ils peuvent avoir plein d'applications potentielles en cosmétique. Ça peut être des actifs, notamment antioxydants grâce à des teneurs élevées en polyphénol. Ça peut être des agents fonctionnels, des agents de texture, etc. Comme l'Amazonie est également très colorée, bon, il y a beaucoup de vert, mais il y a également plein de fruits et de fleurs qui sont colorés. Même dans les bois aussi, on retrouve des couleurs très intéressantes. Et donc, ça peut être des usages pour une application en colorant. Également, on peut avoir des exfoliants qui peuvent être mécaniques ou chimiques. Et au niveau conservateur, c'est vraiment très intéressant parce que en Amazonie, je vous l'avais dit au départ, on a des conditions d'humidité, de chaleur, d'UV, de ravageurs, de termites énormes. Et en fait, ce stress environnemental-là, il va permettre, par l'évolution, hein, aux bois, donc aux arbres ou aux plantes, de produire ce qu'on appelle des métabolites secondaires, qui sont des molécules de défense, qui vont permettre en fait d'être des molécules bioactives sur le corps humain en termes de défense, mais également des molécules qui sont conservatrices qui permettent de lutter contre les bactéries, contre les champignons. On a d'ailleurs un projet là-dessus de développement de biopesticides. Aujourd'hui, notre modèle d'affaires, il est vraiment d'identifier des partenaires en fin de chaîne. Donc voilà, je vous ai présenté toute la partie en amont. Maintenant, en aval du développement, il y a plein de choses à faire avec des partenaires industriels pour vraiment que notre but, ce soit d'adapter dès le départ l'ingrédient qu'on développe aux requis du marché. J'en ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment important. Il faut que ce qu'on développe, il soit vraiment là pour répondre à un marché. On n'est pas là pour développer un catalogue sans fin d'ingrédients finis. On a un large catalogue de sourcing, par exemple, mais il faut que ce sourcing-là soit intelligemment extrait pour produire des ingrédients à haute valeur ajoutée pour des industries comme la cosmétique. Donc le but, c'est vraiment de faire des projets de co-développement où on cherche à fusionner les compétences des différents partenaires. Donc aujourd'hui, on fait partie d'un écosystème assez dynamique, hein, notamment en faisant partie du pôle IAR, hein, le pôle de la bioéconomie, que je remercie encore une fois pour l'invitation à cette conférence, et qui est très dynamique là-dessus. On est également membre de la Cosmétique Valley, qui rassemble beaucoup d'acteurs du monde de la parfumerie et de la cosmétique, et du pôle Xylo Futur sur la matière bois, parce que c'est notre cœur de métier, c'est de là d'où on vient à la base. Donc nos deux projets phares en Guyane aujourd'hui sont Nutramazonie, pour le premier portefeuille d'ingrédients bioactifs pour la nutraceutique, donc qui est intéressant avec une preuve de concept d'une boisson fonctionnelle pour les sportifs. Donc c'est un projet sur lequel l'Europe s'est engagée et le FEDER s'est positionné pour mettre en valeur ce projet-là. Et on a également le projet Ecophyto Guyane, je vous en parlais précédemment, pour le développement d'agents de biocontrôle naturels et éco-responsables issus de résidus forestiers. Et ce projet qui a été labellisé Green Tech Verte tout récemment par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, il faut savoir aussi garder en tête que tous ces ingrédients-là peuvent aussi s'appliquer en cosmétique. On fait pas des ingrédients on fait des ingrédients spécifiquement pour un marché, mais en fait, on a toujours une approche multi-marché où les ingrédients ont une souplesse d'action et pourraient s'appliquer en cosmétique. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et puis
Merci d'avoir participé à ce webinaire en ces temps un peu compliqués, mais merci à l'IAR d'avoir organisé tout ça aujourd'hui. Merci à vous, Célestin. C'était super intéressant. Pour identifier des partenaires en fin de chaîne, il y en a qui sont présents lors de ce webinaire, donc j'espère pour vous qui vont se manifester. En tout cas, le pôle peut vous aider clairement dans cette démarche-là, hein, d'identifier des partenaires. Et vous avez rebondi sur tout ce qui était biocontrôle, c'est intéressant parce que le pôle se positionne beaucoup là-dessus, hein, quand on parle de traçabilité. Donc, on a vraiment un groupe de travail dédié à cette thématique-là, le biocontrôle. Donc, on a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le sujet. Donc, ça peut être intéressant également pour notre réseau. Alors, il y avait des questions, j'ai vu. Célestin. Alors, Hop, ça a coupé. Travaillez-vous également sur la reforestation en favorisant des espèces endémiques? alors absolument, on travaille vraiment sur une approche d'agroforesterie responsable et ce qui est vraiment, bon, on travaille beaucoup sur les produits de culture et des choses qui ont été mis en reforestation. Il y a des espèces qui avaient presque disparu en Guyane, comme le bois de rose, qui aujourd'hui sont vraiment remises en culture et c'est vraiment intéressant de travailler là-dessus. Et nous, on est vraiment sensible à ça et au fait de ne pas donner une pression supplémentaire sur la ressource. Quand je parlais de mettre des protocoles opératoires normalisés au début sur ce qui est récolte, par exemple, c'est à la fois pour avoir une matière de qualité pour l'extraction, mais à la fois pour protéger l'environnement propre et de se dire qu'il ne faut pas que par cette action-là qui se veut verte, en fait, on participe à la déforestation ou quoi que ce soit. C'est vraiment toujours une approche responsable intégrée depuis le départ et éco-conçue. Et le challenge de la cosmétique passe par la caractérisation des ingrédients en formulation. Est-ce que vous faites des tests d'application? Alors absolument, là c'est dans nos projets. Donc là pour l'instant, vous l'avez vu, nos premiers projets n'ont pas concerné forcément la cosmétique, mais on sait qu'il y a un potentiel et puis on a déjà travaillé beaucoup sur le secteur cosmétique lorsqu'on avait les laboratoires Biofor Extra au Québec. Mais là aujourd'hui en Guyane, on n'a pas encore fait ces tests-là, mais c'est tout à fait prévu dans notre plan de développement de tester si la formulabilité des ingrédients et les tests d'application, mais on veut aussi travailler avec des partenaires directement en aval de la chaîne pour pouvoir tester en conditions réelles ces, euh, ces ingrédients-là et faire des tests d'efficacité biologique plus poussés que nous, on n'a pas forcément localement la capacité de faire jusqu'au bout. Une autre question. Bonjour et merci pour votre présentation. Donc, concernant la partie extraction, quels sont les procédés que vous privilégiez? Est-ce que vous travaillez sur des méthodes d'extraction qui sont innovantes? Alors aujourd'hui, on travaille principalement avec des méthodes d'extraction hydroalcooliques. Donc très classique, on est sur l'éco-extraction, on essaye d'avoir le plus faible impact à la fois sur l'ingrédient et le plus faible impact environnemental en termes de quantité de solvants ou de gaz à effet de serre, etc. Mais effectivement, on s'intéresse de plus en plus à des technologies innovantes, notamment de type enzymatique. Et également, on va essayer de faire des tests sur du CO2 supercritique. Très bien. Vous pouvez continuer, hein, lors de toute la semaine. On a demain et après-demain, et Joanne va en parler de toute la partie événementielle au niveau du pôle. Mais demain et après-demain, donc nous avons les journées à haute molécule valeur ajoutée. Donc n'hésitez pas pour les. Enfin, je ne sais pas si les inscriptions sont encore possibles, mais en tout cas, vous êtes nombreux à y participer. Il y a des rendez-vous d'affaires. Donc, comme disait tout à l'heure Eric, hein, vous pouvez faire du B2B. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas, hein, je suis aussi inscrit au webinaire biomolécules, donc si des personnes veulent prendre rendez-vous, ce sera avec plaisir. Et ben voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez contacter Célestin. Vous avez